Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, nous irons en immersion dans le quotidien des femmes gendarmes de Côte d'Ivoire. Elles représentent 1% de l'effectif de ce corps d'armée. Comment s'imposent-elles dans ce milieu d'hommes? Ce sera en ouverture de cette émission. Que mangent nos enfants dans les cantines scolaires? L'alimentation est-elle variée? Ces cantines sont-elles aux normes établies par les pouvoirs publics? Comment combler aussi le déficit de cantines scolaires en Côte d'Ivoire? La pérennisation, est-ce la clé? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. C'est un document exclusif que nous vous proposons ce soir, un document inédit sur le quotidien des femmes gendarmes en Côte d'Ivoire, de braves femmes qui ont su briser le plafond de verre et s'imposer dans ce corps d'élite où elles ne représentent qu'1% de l'effectif, un métier dans lequel on n'attend pas forcément de voir une femme. Et pourtant, vous allez voir comment elles balaient les clichés, animées par un désir ardent de servir leur pays et de faire régner l'ordre. Femmes gendarmes, c'est un reportage de Roger Appé, Armel Zozo, Doria Gloire et Roméo Tapé. Capitaine Diané Nabarakissa, commandant la compagnie de Yamoussoukro. Capitaine Yao Emily, commandant la compagnie d'Abidjan-Ouest. Deux femmes gendarmes aux valeurs intrinsèques font partie des 4 premières femmes de Côte d'Ivoire qui ont intégré ce corps d'élite. Repos. Garde à vous. Allez-y rapidement avec les véhicules. Notre équipe a suivi le quotidien de ces femmes officiers. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est dans son bureau que nous retrouvons capitaine Yao Emily. L'officier se prépare pour une inspection inopinée dans l'une des brigades sous son contrôle. C'est un transmis du commandant de légion qu'on doit adresser à nos différentes brigades. Voilà. Donc c'est assez urgent. Tu fais partie de ça pour ce matin. À la tête de la compagnie d'Abidjan-Ouest, elle a sous sa coupole la zone de Yopougon, Songon et une partie de l'autoroute du Nord. Aujourd'hui, c'est la brigade de Yopougon-Toit-Rouge qui sera inspectée. L'inspection commence par l'aptitude au commandement. L'ensemble, garde à vous. Repos. Vous sortez des rangs. Prenez le commandement. Quand on commande, on se met au centre de la troupe. Donc vous vous mettez au centre de la troupe. Ensemble, repos. Tous les faits et gestes de celui qui est aux commandes sont minutieusement suivis. Rien n'échappe à son examen. Ce matin, je vais vous instruire sur le repos et le garde à vous. Non, vous ne les instruisez pas. Moi, je vous dis de commander repos garde à vous. Moi, je veux voir votre aptitude au commandement. Repos. Garde à vous. Présentez les armes. Présentez. Revenez. Le léger pour tête. Mais avant de pouvoir faire tout ça, je pense que vous devez aligner vos hommes. Est-ce que vos hommes ils sont alignés? Est-ce que vous avez aligné la troupe dans les rangs et puis dans les colonnes? Donc il faut faire ça. La discipline et le savoir-faire dans cet exercice s'avèrent primordiaux. Tout doit se faire dans les règles du métier. Et quand le commandement est mal exécuté, l'agent est immédiatement rappelé à l'ordre. Tout doit se faire de façon carrée. On ne marche pas comme si on partait au champ. Tout est carré. Tous les mouvements sont carrés. C'est ce qu'on vous a appris et c'est ce qui montre
la discipline. C'est ce qui va montrer que vous êtes quelqu'un vraiment à qui on peut donner des ordres pour exécuter. C'est par là qu'on va voir que vous êtes apte au commandement. Le contrôle par surprise permet au capitaine Yao Emily de déceler parmi ses hommes les agents de confiance. C'est le personnel disponible qui doit prendre part à l'inspection inopinée. Et après cela, j'essaie de tester un peu les capacités des uns des autres, l'aptitude au commandement. Voilà. Et toutes ces choses-là démontrent de la discipline. Posez! Arme! Pour cette gendarme, la rigueur vaut mieux que la douceur. Ce côté dur, mais elle le fait. C'est normal. Quand il y a un enfant qui déconne, il faut rapidement taper pour qu'il revienne à la normale. Et elle tape bien? Oui, elle tape très bien. Surtout moi-même qui suis le commandant de brigade, mais je n'ose pas vous le dire. Son passage dans les brigades est l'occasion pour le capitaine Yao Emily d'échanger avec certains civils. Bonjour messieurs. Ça va? Tout se passe bien? Vous êtes là pourquoi? Où est l'élément de garde? Ils sont là pourquoi? Ils sont venus pour porter une plainte, d'accord, ils sont en train de recevoir. D'accord. Par leur distance, afin de recevoir. Ok, d'accord. D'accord. Jetez un œil ici, il n'y a rien qui est payant ici, c'est bon? Donc si quelqu'un vous dit de payer quelque chose, vous devez vous opposer. Les numéros qui sont en bas là, vous appelez. Hein? Vous appelez soit le CB ou bien vous m'appelez. Voilà, et puis on va les sanctionner. Le reste du contrôle se fait loin de nos caméras. Il va durer plus d'1 heure. Capitaine Yao Emily est à la tête de la compagnie d'Abidjan-Ouest depuis le 12 juillet 2021. Elle fait partie de la 44e promotion sortie de l'école des forces armées de Zambakro, baptisée aujourd'hui l'Académie des forces armées de Zambakro. Diplômé en ressources humaines et communication, l'officier aux multiples qualités prépare un master en gestion des projets. Grâce à son professionnalisme et sa détermination, elle a su gagner le respect de tous. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 6 heures. D'accord. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez constaté des infractions ici? Oui, nous avons d'abord effectué des patrouilles. D'accord. Sur l'axe nord. Depuis 22, depuis 44, on a effectué déjà 2 patrouilles. Et depuis 10 heures, nous avons établi un poste d'observation ici, depuis 46. Au quotidien, elle passe de poste en poste pour contrôler le service de ses subordonnés. En pleine inspection, un automobiliste commet une infraction sous ses yeux. Prenez-le en même temps. Prenez-le. Voilà, il est bienvenu. Bonjour. On vient de la première autorité. On va aller faire le chauffeur. On peut même le conduire, monsieur. Les agents doivent le verbaliser. Elle suit avec beaucoup d'attention l'attitude de l'officier, car ce dernier sera noté. Cette ligne-là, elle est continue. Elle représente comme un mur. C'est imagé. C'est-à-dire on ne fonce pas dans le mur, on ne tourne pas le mur. C'est-à-dire on ne doit pas traverser cette ligne. Au risque de pas provoquer des accidents. Les demi-tours sur l'autoroute se font aux échangeurs. Il y en a un devant, plus loin devant la route, 4 on a dit, si vous devez faire le demi-tour prochain, vous partez là-bas. Pendant la verbalisation, un autre automobiliste commet une infraction et tente de tromper la vigilance des gendarmes. Il est repéré par l'un d'entre eux qui se lance à sa poursuite. Quelques minutes à peine, le gendarme revient avec les pièces de ce dernier. Lui a rattrapé le qui a fait le demi-tour tout à l'heure, il ne s'est pas arrêté. Ensuite, je l'ai intercepté, j'ai demandé à avoir les pièces. Il a apporté les pièces, mais il m'a fait savoir qu'il n'était pas sorti son permis de conduire. Donc, je lui ai demandé d'aller faire le demi-tour à l'échangeur et de revenir ici, pour ensemble, ce soit plus dans les ordres. Mais je pense que ce dernier-là, il faut le verbaliser. L'homme donne les raisons de son acte. Il sera sanctionné. On ne prend pas les liqueurs. Vous comprenez que... Que la voiture qui passait quand on est sortait là. Voilà, pour nous c'est ça. Parce qu'on vient de l'usine Gepard.
Voilà, les véhicules ont pour l'habitude même de tourner dans le petit coin là-bas. Mais nous, on ne tourne pas. Puis la voiture est très vaste. Ce qui a recommandé, c'est de tourner au niveau de l'échangeur. Voilà. D'accord, Donc, maman. le comportement n'a pas été... Bon, vraiment, on ne savait pas. Mais on va vous sanctionner. Voilà, donc, C'est normal. Si vous sanctionnez vos enfants, voilà. c'est normal. Il n'y a pas de Donc le souci. gendarme, là, il va faire son travail. C'est bon? Quand il s'agit d'appliquer la loi, Capitaine Yao Emily est intransigeante. Là, demain, vous allez dire Non, que je n'ai pas fait. Il n'y a pas de problème. Si c'est les mamans qui font ça, non, parce que c'est les papas qui sont méchants. Mais là, si c'est les mamans, Non, les mamans sont plus méchantes. il n'y a pas de souci. Ce sont des contraventions de 3e classe. Donc, il a reçu 2 contraventions de 2000 francs. Une contravention pour avoir franchi la ligne continue et la deuxième contravention parce qu'il ne s'est pas arrêté lorsque les gendarmes lui ont demandé de... Faire régner l'ordre et respecter la loi, c'est le rêve caressé par l'officier en intégrant la gendarmerie. Elle, qui a été inspirée par son père. Mon amour pour la tenue est parti du fait que depuis toute petite, j'ai vu mon père qui était encore habillé. Et ensuite, après, quand je suis devenue un peu plus jeune, voilà, j'ai ma soeur qui est officier de l'armée qui m'a aussi inspirée. Donc j'ai voulu toujours servir mon pays, mais en tenue. La tenue représente toute sa vie. Elle vit sa passion depuis une dizaine d'années. Courageuse et déterminée, Capitaine Yao Emily compte gravir tous les échelons pour atteindre le plus haut niveau de ce corps d'élite. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, à 206 km d'Abidjan. Ce matin, une unité de la gendarmerie s'apprête à faire une descente musclée sur le terrain pour une opération de déguerpissement sur des sites d'orpaillage clandestins. Le détachement à mon commandement. Observe! Homme! Repos! Garde à vous! Repos! À la tête de l'opération, le capitaine Diané Nabarakissa, commandant la compagnie de Yamoussoukro. Bonjour, messieurs! Bonjour, capitaine! Alors, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, qui nuit véritablement à la santé de la population de Yamoussoukro, nous avons reçu pour mission ce matin de déguerpir un site illégal, recolonisé. Alors, je veux causer le maximum de pertes sur le site. Pour cela, le groupe 1, aux ordres du sous-lieutenant Kwasi, vous allez procéder aux interpellations des individus sur le site. Le groupe 2, qui sera aux ordres de l'adjudant-chef-major Bouri, vous allez procéder aux saisies et destruction du matériel sur le site. Question, préoccupation. Donc je suppose que la mission a été claire pour l'ensemble. Garde à vous! À votre disposition. Les consignes données, l'équipe se met en route. Pour cette opération surprise, une trentaine d'hommes est mobilisée. Deux fois par semaine, Capitaine Diané et ses hommes se lancent aux trousses des orpailleurs clandestins. Une activité illicite qui prend de l'ampleur dans la zone. Là, je vais changer de coiffure pour porter le béret. Et quand je porte le béret, c'est que mon marteau de destruction n'est pas loin. Et on va à un service de déguerpissement. Ah, d'accord. Donc le béret donne lieu à une action de terrain. De terrain. Voilà, avec la casquette, c'est un peu difficile de manœuvrer sur le terrain. Voilà, donc dès qu'on doit partir, je change de casquette. Là, c'est que mon marteau n'est pas loin. Sorti de l'école des forces armées de Zambakro en 2014, après 2 ans de formation, Capitaine Diané a opté pour la gendarmerie. Un rêve qu'elle nourrit depuis l'adolescence. J'ai toujours aimé la gendarmerie et je pense que c'est par vocation.
Parce que dès que j'ai appris que je devais recruter les femmes à la gendarmerie, je n'ai pas hésité un instant à postuler. Voilà. Sinon, à la base, j'étais militaire. On a fait la formation, j'étais militaire. Diplômé d'une maîtrise en ressources humaines et communication, l'officier est entré à la gendarmerie en tant que sous-lieutenant. Elle a gravi les échelons pour occuper le titre de capitaine aujourd'hui. On ne peut pas sauter les échelons, non. Voilà, il y a des années de service et puis des diplômes militaires qu'il faut avoir pour passer au grade supérieur. Voilà, donc je pense que c'est ces conditions-là que j'ai remplies et puis je passe au grade supérieur. Elle est un modèle, une source d'inspiration pour de nombreuses femmes qui nourrissent l'ambition d'intégrer la gendarmerie nationale. Après 30 minutes de route, nous sommes à Zaakro, sous-préfecture de Toumoudi. Sur la piste qui mène au site d'orpaillage clandestin, on aperçoit les premiers guetteurs. Tous ceux-là, quand vous les voyez, c'est des guéalettes. Voilà, et tout, dès qu'on passe, il va sortir son téléphone. L'équipe doit se dépêcher pour éviter que ces derniers donnent l'alerte. Mais le bruit des véhicules a déjà attiré l'attention de certains orpailleurs qui prennent la fuite. Ça, par exemple, ça doit être des sacs de cailloux. Ils vont le prendre. Voilà, il va fuir. Voilà. Alors, quitte sur la route, ils vont avancer. L'équipe saisit. On avance avec le véhicule. Avancez avec le véhicule. Ils vont prendre. Prenez, l'équipe saisit, vous prenez. Sur le terrain, capitaine Diané hausse le ton. Hé, Kakou, c'est quoi ça? Son équipe doit s'organiser pour faire le maximum de saisies. On avance. Cette commerçante, abandonnée par ses amis, ne réussit pas à s'échapper. En fait, ce sont elles qui vendent la nourriture aux orpailleurs clandestins. Donc quand on arrive sur le site, voilà, elles ont leurs marchandises, on saisit tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle est en train de faire tout ce cinéma-là. Voilà, pour ne pas qu'on saisisse sa marchandise. Mais pour elle, comment ça se passe? On va l'interpeller, on va partir avec elle à la brigade. Voilà. Tombée dans les filets des gendarmes, elle plaide sa cause. Pourquoi vous pleurez? Je n'aime pas ça. Mon mari est mort. Et quoi, mon enfant fait Ça ça? a compris? Quelle perforeuse? Je n'aime pas ça. Les autres membres de l'équipe tentent d'éloigner le plus loin possible les orpailleurs. Une opération dangereuse qui doit se faire avec beaucoup de précautions. Monsieur, on ne la poursuit pas. Ne la poursuivez pas. On ne la poursuit pas parce qu'il y a beaucoup de trous. Vous-même, vous pouvez tomber dans des trous, donc on ne les poursuit pas. Ce qu'on a pu trouver sur le site, on les interpelle. C'est bon? Ok. Sur le site, plusieurs trous. Certains peuvent atteindre 100 mètres de profondeur. C'est profond, hein? Donc, ça c'est un trou d'environ, je ne sais pas, hein? Ça va combien de mètres? Avec le 30 mètres. C'est-à-dire que d'ici, il peut creuser un trou pour aller comme ça, il peut sortir par ce trou qui est là-bas. Tout est lié. Voilà, et quand ils finissent dans un sac, ils remplissent le sable et puis les cailloux dedans. Ils font remonter avec ça. Ils ont les cordes, ils attachent le sac là. Et puis, ils font, celui qui est dehors ici fait remonter. Déterminé à mettre fin à l'orpaillage clandestin dans sa zone, capitaine Diané et son équipe ont fait de la lutte contre ce fléau leur cheval de bataille. Vous courez toujours chaque semaine sur le terrain comme ça, si c'est facile pour vous en tant que femme? Dans la mesure où on aime ce qu'on fait, du coup ça va naturellement. Donc c'est vraiment pas difficile. Et je me plais dans ça quoi. Voilà. Je me plais dans ça. Quand je passe une semaine sans faire un déguerpissement, moi-même je me sens pas bien. Pendant que je sais que les gens sont en train de faire ça. La mission sur ce site tire à sa fin. La seule interpellée tente une dernière plaidoirie.
Mais l'officier ne se laisse pas attendrir. Hé, je ne veux pas qu'elle soit en train de discuter avec vous. Qu'elle monte et elle s'assoit dans le véhicule. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, asseyez-vous dans le véhicule. Avant leur départ, le détachement passe au peigne fin tout le site. Les apatames sont incinérés et plusieurs matériels de travail saisis. Une première victoire pour la capitaine et ses hommes. Cap est mis sur un autre site. Cette fois, c'est le village de Djetran, situé à la lisière de Djekanou. Sur les lieux, c'est la débandade. Il a quitté où celui-là? Vous venez d'où, monsieur? Interpellez-le. Allez-y là-bas, allez-y là-bas. Quand tu te promènes, ça habite. Non, allons. Était là coupé, favor. Allons devant. Vous coupez Fago sur un site ici? Non. Venez avec eux ici. Les interpeller, mettez-les, allez avec eux au niveau des labs là-bas. Et puis vous restez avec eux. Ici, orpailleurs et villageois cohabitent. Ici, nous sommes à Djetran, qui est à l'intérieur même de Djekanou. Voilà, donc c'est un village où les orpailleurs sont installés. Ils ont installé, vous voyez, ils ont installé les machines. Voilà, donc ils vont ailleurs, ils creusent. Donc là-bas, on était sur un site où ils creusent. Ici, on est sur un site où ils traitent. Voilà, ils viennent avec les machines ici. Ils broient les cailloux et ils lavent sur les rampes que vous voyez là. L'opération ici consiste à détruire les machines sur le site. Le but étant d'empêcher la chaîne de production de l'or. Voici les concasseurs. C'est ici qu'ils envoient les cailloux. Ils concassent ça, ça devient plus petit et ils envoient dans les moulins là-bas pour rendre ça de la poudre. Donc, comme on ne peut pas déplacer, quand on arrive, on détruit. Un travail qui demande beaucoup de rigueur et de courage. Dès que je porte ce béret là, je change, ma personnalité change en fait. Hein? Ce petit côté là disparaît. Je pense. Hein? Côté affectif. Voilà. Ce petit côté là disparaît. Parce que pour faire ce travail là, si tu es sentimental, tu ne pourras pas. C'est vrai qu'il y a le côté social, mais je pense que ça n'intervient pas ici. Parce que c'est des clandestins qui viennent s'installer pour... Voilà. Et il y a des facteurs négatifs dans tout ce qu'ils font là. La mission terminée, les interpellés sont conduits à la brigade de Djekanou. En moins d'un an à la tête de la compagnie de Yamoussoukro, Capitaine Diané a gagné le respect de tous ses hommes. Mais dans ce corps d'élite, plusieurs défis restent à surmonter pour ces femmes. Des défis qu'entendent relever les nouvelles générations. Aujourd'hui, de nombreuses femmes leur ont emboîté le pas. On estime le nombre de femmes gendarmes à un peu plus de 200, soit 1% de l'effectif total, estimé à près de 20 000 gendarmes. Un chiffre peu reluisant, mais qui ne freine pas pour autant ces femmes déterminées à relever le défi du genre. À l'école de gendarmerie de Torogwe, les élèves sous-officiers de la 2e année sont en plein exercice. Nous avons été alertés ce matin par la hiérarchie. Nous disons que la salle prévue pour recevoir le préfet a été envahie par les manifestants. Aux commandes de cette opération, Koulibaly Pamougou. À travers cet exercice,
elle doit prouver à ses supérieurs qu'elle est apte à maîtriser une situation de trouble en temps réel. Baissez la visière! Go! L'assaut est donné. L'équipe d'intervention entre dans la salle pour évacuer les manifestants. En quelques minutes, ces hommes arrivent à repousser la foule loin de la salle prévue pour recevoir le préfet. La foule est évacuée. Il faut maintenant sécuriser l'itinéraire du préfet. Élément d'intervention, vous devenez élément de contact. Élément de canalisation, vous devenez élément de sécurité. Koulibaly Pamougou met son équipe en place. Vous devenez réserve. Pour tous les dispositifs, go! La situation est sous contrôle. L'opération est réussie. Je pense que ça vous fait d'être à la tête d'une telle opération. Ça fait comme un hic, c'est intéressant. En fait, je me sens là-dedans. C'est à ça que j'ai rêvé depuis que je suis petite. D'accord, aujourd'hui, votre rêve se réalise. Mon rêve s'est réalisé aujourd'hui. Au départ, il y avait le trac. J'étais stressée, mais mes supérieurs hiérarchiques m'ont donné le moral. Ils ont essayé de me calmer, donc ça va. Je me sens bien, je me sens à l'aise. En intégrant l'école de gendarmerie, cette jeune fille avait une seule motivation: protéger les plus faibles. J'ai choisi la gendarmerie pour protéger la population, pour protéger les personnes vulnérables. Sa discipline et sa rigueur au travail ont fait d'elle la majeure de sa promotion. Un statut qu'elle assume à chaque épreuve. Ce matin, elle va démontrer tout son savoir-faire dans le maniement des armes. Debout! Chargez! Feu! Chargez! Feu! Go! L'exercice consiste à utiliser les 3 techniques de tir. La position debout, la position à genoux et la position couchée. Des techniques utilisées lors des combats. Les 3 techniques sont exécutées dans les règles de l'art. Retire le chargeur. Faut retirer ton chargeur. Retire le chargeur puis reprends. L'objectif ici, c'était d'abord de vous montrer les positions du tireur. La position du tireur debout, la position du tireur à genoux et la position du tireur couché. Maintenant, les modes de progression, c'est en fonction du terrain. Voilà, vous avez vu la première progression, ils sont partis au pas de gymnastique, aller prendre la position du tireur à genoux et ensuite ramper pour prendre la position du tireur couché. Voilà, ces 3 positions sont adaptées au terrain. En moyenne, l'école de gendarmerie de Torogwe reçoit entre 17 et 25 filles par an. Ces femmes bénéficient des formations au même titre que les hommes. L'intégration des femmes à la gendarmerie est une évolution récente. Si le taux de féminisation dans les rangs reste encore faible, les femmes sont bien présentes dans ce corps d'armée et décidées à s'imposer dans cet univers masculin. Et pour en parler de la place de la femme dans la gendarmerie nationale, on va accueillir sur le plateau le colonel Bamba. Vous êtes le chef de cabinet du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous. Merci, madame. Seulement 1% de femmes dans l'effectif de la gendarmerie nationale. Pourquoi sont-elles si peu présentes ? Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, pour l'invitation que vous me faites ce jour. Revenons à votre question. 1% de femmes à la gendarmerie, effectivement, c'est un taux qui peut paraître bas.
Mais la gendarmerie s'engage à intégrer progressivement les femmes en son sein pour une intégration réussie. Aujourd'hui, les femmes représentent 246 personnels au sein de la gendarmerie, dont 11 officiers. La féminisation des armées est très récente. C'était dans les années 80 avec Kwame Kissi qui devenait la première femme médecin officier. Est-ce que c'est arrivé un peu tard? Il est clair que le problème de la féminisation ne se posait pas avec tant d'acuité il y a de cela 2 décennies. Mais il faut noter qu'il y a une réelle inflexion depuis 2011 où, à travers les dispositions pertinentes de la réforme du secteur de sécurité, un engagement a été pris pour que les femmes soient intégrées dans les métiers des armes, donc au sein des corps des forces de défense et de sécurité. Kwame Kissi, par ailleurs, qui a marqué l'histoire, elle est un exemple, un modèle pour de nombreuses femmes et de jeunes filles qui aspirent à avoir son parcours. Elle est aujourd'hui toujours l'unique femme à avoir été gradée générale. La prochaine, est-ce que c'est pour bientôt? La nomination au grade de général répond à des critères bien précis. Les forces armées regorgent en leur sein de personnel tant féminin que masculin. Et ces critères sont indiscriminés et s'adressent à toutes les catégories de personnel. Et je suis persuadé effectivement que bientôt, ça arrivera un jour. On l'a vu dans le reportage d'autorité du capitaine Yao Emily sur ces hommes. Elle ne ménage pas ses mots, elle s'impose. Elle dit même dans un sonore on ne vous a pas dit que les femmes sont plus méchantes. Est-ce qu'il faut être sévère quand on est une femme et qu'on évolue dans ce milieu d'hommes et d'autorité? Alors, je ne dirais pas qu'il faut être sévère. La capitaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est dans son rôle, elle est officier de contact, elle est avec ses hommes, elle exerce une fonction d'autorité et il va sans dire qu'elle met en œuvre tous les ressorts qui lui permettent de s'affirmer en tant que chef auprès de ses hommes. La rigueur dans l'exercice du métier, on l'a vu avec la capitaine Yao Emily, mais aussi la capitaine Diané, et aussi la jeune fille qui s'apprête, enfin, qui est dans l'école de gendarmerie. Est-ce que, c'est le trait de caractère en tout cas qu'on a remarqué qui unit ces 3 femmes, mais on a envie de savoir, elles ont aussi, ces 3 femmes, le crâne rasé. Est-ce que c'est une exigence de la gendarmerie nationale? La coquetterie n'a pas sa place dans les armées? Alors tout comme les hommes, les femmes tout comme les hommes sont astreints au port de la tenue selon le règlement. Et c'est pour cela qu'elles sont coiffées court, comme les hommes, et il n'y a pas d'artifice particulier en ce qui concerne leur tenue vestimentaire. Quelle est la particularité des femmes dans ce corps d'armée? Qu'est-ce qui fait leur différence? Alors, ces femmes qui ont intégré la gendarmerie l'ont intégrée au même titre que les hommes. Et là, il faut le mentionner. Elles sont engagées, comme les hommes, à servir leur pays, à servir le drapeau. Et elles se fondent dans une communauté d'hommes et de femmes qui fait des vertus cardinales de la discipline, de la loyauté et du dévouement un sacerdoce. Et je peux dire que c'est un trait commun à tous ces personnels, qu'ils soient hommes ou femmes. Est-ce qu'un jour, on pourrait arriver à atteindre la parité dans ce corps d'armée? En tout cas, l'objectif qui est assigné au personnel encadrant de la gendarmerie est de pouvoir réussir pleinement l'intégration de ces femmes au sein de la gendarmerie. Pour ce qui est de la parité... Est-ce que c'est un objectif aussi peut-être d'atteindre la parité? Pour ce qui est de la parité, je voudrais rappeler que la loi de programmation militaire nous instruit d'atteindre 20% de taux de féminisation
Donc c'est pas plus pour que tout de les suite. armées. Est-ce qu'il y a une politique au sein de la gendarmerie pour féminiser davantage l'effectif et aussi inciter, donner envie aux jeunes filles de s'intéresser à ce corps de métier? Alors, sous le commandement du général de corps d'armée, le général Alexandre Apalo Touré, le principe du gendarme unique est de vigueur dans la formation de nos gendarmes. Ce qui veut dire que pour un gendarme, femme ou homme, le règlement est appliqué à la lettre, au même titre. Et dans un autre volet, la gendarmerie participe également à ce qu'on appelle les journées carrières. Voilà, en mettant en avant le personnel féminin. Et cela a un objectif qui est de susciter des vocations. Voilà. En 2021, pour le concours de gendarmerie, 946 femmes ont candidaté, contre 465 en 2020. Donc c'est à peu près le double, quoi. Voilà. Merci infiniment, colonel Bamba. Je rappelle que vous êtes le chef de cabinet du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et pour la deuxième partie de notre soirée, c'est aux cantines scolaires qu'on s'intéresse, mais ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci de continuer à nous suivre et d'apprécier nos reportages. Nos équipes ont parcouru quelques villes de la Côte d'Ivoire pour découvrir ce que mangent nos enfants à l'école, mais aussi dans quel cadre. William Sakiré, Doria Gloire et Serge Roland-Ducas ont tenté de comprendre le fonctionnement des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y en a très peu dans les écoles publiques et pourtant en avoir est un gage de réussite pour les élèves. Vous allez voir les problématiques auxquelles sont confrontées les écoles et aussi le défi de la pérennisation des cantines scolaire qui semble être la réponse aux préoccupations des acteurs de l'école ivoirienne. Reportage. Yopougon, nord d'Abidjan. Nous sommes au magasin central de la direction des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser sa blouse blanche, Abdoulaye Koné n'est pas médecin. Vous envoyez 2 sacs de TSP. Maintenant, de l'autre côté, vous m'envoyez 2 bidons d'huile. Abdoulaye est le responsable adjoint de ce magasin et aujourd'hui, c'est jour de chargement de vivres. Il s'agit d'un chargement de soja texturé. Et c'est un camion de 5 francs que nous sommes en train de charger. Tout ce qui est chargé dans ce camion est destiné effectivement aux cantines de la région de Saint-Fra. Ce sont 34 tonnes de riz, accompagnées de soja, d'huile et de sardines, qui seront envoyées pour cette année scolaire à Saint-Fra. Chaque année, ce sont plus de 100 camions de vivres qui sortent de cet entrepôt à destination des cantines scolaires publiques. Des vivres dont ils s'assurent de la qualité. La date de péremption, c'est le 31/12/2025. Donc nous nous assurons à ne pas envoyer des denrées qui sont déjà périmées aux enfants. Donc on assure vraiment le côté sanitaire et physique aussi des denrées. Une inspection sous le regard, aussi des contrôleurs venus du ministère de l'économie et des finances. On a vérifié la qualité, le riz n'est pas charançonné. Et donc nous allons procéder au déchargement. Ce que nous faisons actuellement, c'est un contrôle concomitant. Vous savez que dans l'ensemble des procédures, il y a la possibilité pour le contrôle financier et puis le service bénéficiaire de réceptionner le matériel ensemble. Cela nous permettra de certifier les quantités qui sont livrées. Pour ce jour, Abdoulaye que nous retrouvons vient de boucler le camion en partance pour Saint-Fra. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait les 55. Ok. Bon, allez. Merci. Tu rentres bien. Pareil à vous. Les cantines scolaires en Côte d'Ivoire sont gérées par la Direction nationale des cantines scolaires, dont les bureaux se situent dans ce bâtiment,
logée en plein cœur du plateau à Abidjan. Dans cette salle, Karidia Koné-Soukoulé, la directrice des cantines scolaires, conduit une réunion avec ses collaborateurs. Cette année, le gouvernement approvisionnera 5 089 cantines en vivre gouvernement pour 899 401 rationnaires pour 23 jours de fonctionnement. Pour une alimentation de qualité dans une école de qualité, elle insiste sur le devoir des parents. Le gouvernement a construit les classes, il a fourni les maîtres et il a fourni beaucoup de choses pour que l'école puisse marcher dans la zone. Et donc, il revient aux parents, le gouvernement a fait sa part, il revient aux parents de prendre la part qui leur revient dans la construction de la cantine scolaire. Le gouvernement contribue au fonctionnement des cantines en les approvisionnant en vivres. Mais sur 120 jours ouvrés, seuls 23 sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait des efforts. Nous étions à 17 jours. On a fait 18 jours. Nous sommes à 23. L'espoir a fait vivre. Donc nous espérons l'année prochaine atteindre 50 jours et peut-être plus tard 100 jours. 23 jours sur 120 jours, c'est petit. C'est pour ça que nous demandons, nous sollicitons, nous faisons la sensibilisation pour que les communautés apportent leur contribution. Et la communauté apporte sa contribution sur plusieurs formes. Les mutuelles de développement achètent des vivres pour les écoles à cantine. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons la cantine de Gros-Minankro, qui est une école à cantine qui est pérennisée, puisque la mutuelle des cadres là-bas a déjà construit la cantine et la mutuelle donne des vivres pour plus de 120 jours. Offrir des repas de qualité aux élèves à moindre coût, un défi pour la direction des cantines scolaires, mais parfois difficile à atteindre. Le programme des cantines scolaires a démarré en 1989 et le gouvernement a fixé le prix du repas à 25 francs. Mais vous conviendrez avec moi qu'avec l'inflation aujourd'hui, on ne peut pas trouver je ne sais pas, un légume sur le marché qui coûte 25 francs. Le piment, même quand on mange, le piment ne rassasie pas. Mais quand vous partez au marché, vous trouvez les tas de piments qui commencent à 500 francs. Nous avons fait une étude avec le CIRES qui a montré que le coût du repas était de 140 francs, 144 francs. Mais cette année, avec l'inflation qu'on a connue, on peut évaluer le coût du repas à 300 francs. Mais là où vous devez payer 300 et on vous dit de payer 25, nous pensons que c'est un peu faire de la gratuité. Mais bon, dans les communes d'Abidjan, les parents trouvent souvent qu'avec 25 francs, on ne peut pas manger. Donc, elles décident de faire passer le prix du repas de 25 à 200 francs, par exemple, pour que les enfants puissent manger correctement. Mais dans ces cantines-là, ils ne vont pas manger du riz tous les jours. Dans les cantines où il n'y a pas de pérennisation, les enfants vont manger le riz tous les jours. Mais dans les cantines où on a payé 200, ils pourront manger des pâtes alimentaires, de la tchéké, de la loco, etc. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. En Côte d'Ivoire, 5 688 cantines sont fonctionnelles dans les écoles publiques. Mais selon la direction des cantines scolaires, seulement 30% des écoles disposent d'une cantine. Des cantines qui ne répondent pas parfois aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire de la restauration, adaptées aux enfants. Nous sommes au groupe scolaire Palmeraie d'Anyama, à l'est de la capitale économique. Ce matin, la direction des cantines scolaires visite cet établissement. Salam alaikum. Bonsoir, mesdames. Ah, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Ah. Ça va bien? Ça va. Allons, au revoir. L'équipe conduite par Manina Moto, la conseillère régionale, de cantine dans cette école de 1000 élèves, c'est ce bâtiment dans lequel la délégation est reçue par le comité de gestion des écoles, COGES, et la direction de l'école. Oui, bon, nous sommes arrivés chez vous ici aujourd'hui. On constate que le réfectoire existe, mais vraiment, il n'est pas entretenu. Et nous voulons vraiment travailler avec une cantine à l'école. Nous avons eu, dans un premier temps, l'octroi du sable et quelques ciments pour pouvoir faire un peu la chape. Mais malheureusement, avec la mesure que M. le Président de la République a décidé de ne pas faire cotiser les parents, donc nous nous trouvons vraiment coincés.
De ce constat, une sanction tombe. Nous allons suspendre un peu votre cantine parce que sincèrement, elle ne répond à aucune, elle ne répond pas aux normes, quoi. Si cette cantine reste fermée, ça sera beaucoup délicat. Voilà, pour nos enfants, c'est une population de plus de 1000 élèves que nous avons ici. Il y a certains qui sont à plus de 2 km d'ici. Si ces derniers doivent se déplacer entre midi et 2, faire ce parcours et revenir, vraiment ça sera difficile pour nous. Après moult discussions, l'équipe de la direction des cantines scolaires fait preuve de compréhension et accorde un délai à l'établissement pour offrir aux élèves un cadre simple pour se restaurer. La direction des cantines peut leur accorder un certain temps pour dire bon, on va vous autoriser peut-être à manger dans les classes en attendant que les parents puissent mettre ce local-là en état. Ça, c'est une probabilité. Peut-être à cause des raisons que le directeur a évoquées tout à l'heure par rapport aux enfants. Peut-être, et puis bon, en donnant bien sûr un délai. Pour le COJES, la pilule est difficile à accepter en l'absence de la subvention prévue par le gouvernement pour les soutenir. Depuis 2021, les cotisations exceptionnelles payées par les parents d'élèves ont été supprimées sur demande du chef de l'État. Les cotisations des parents, ce n'est pas possible actuellement, parce qu'ici on est confronté à un problème, parce que c'est une population presque analphabète. Ils répondent du tic au tac. Le président a dit de ne pas cotiser, donc on ne cotise pas. Aujourd'hui, nous, on est confronté à quoi? Monsieur le président, le trésorier, tu as 10 000 francs dans ta poche, moi j'ai 10 000 francs, l'autre a 10 000 francs, et puis on dit, monsieur le directeur, aidez-nous, on va faire ce travail-là. Nous sommes dans la souffrance, mais nous allons faire de notre mieux. Contrairement au groupe scolaire Palmeraie d'Anyama, d'autres écoles s'en sortent bien en matière de cantine scolaire. Elles sont vues comme les bons élèves de la pérennisation des cantines scolaires. Gouro-Minankro. Nous sommes à 2 km de la capitale politique, Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Le calme des rues de ce village épouse celui de l'école primaire située au cœur de cette bourgade. Ici, dans cette classe de cours moyen 2e année, l'ambiance est studieuse. On calcule les deux numérateurs. Voilà. On laisse le dénominateur. Très bien. Non loin, une toute autre ambiance. On ne parle pas maths, mais plutôt cuisine. Ambiance, fumée de bois et marmite. Nous sommes dans la cuisine de la cantine de l'école, où Nadège la cuisinière est à la tâche. Tous les jours, je prépare. Aujourd'hui, c'est le riz gras pour les enfants. Demain, jeudi, c'est du gnam. Vendredi, c'est de la banane. Pour ce mercredi midi, Nadège prépare 30 kilos de riz. On attend 150 enfants à midi. D'habitude, c'est 300 enfants que tu manges à midi. Comme aujourd'hui est mercredi, aujourd'hui c'est 150 enfants que tu manges. Il n'y a pas cours le soir. Depuis 2 ans, la jeune femme s'occupe des enfants de l'école. Alors qu'elle organise l'arrivée des rationnaires avec la vaisselle puis le dressage des tables dans la cantine, la cloche de l'école retentit. C'est une nouvelle ambiance qui s'installe dans la cour de cette école, qui compte 484 élèves. Les enfants prennent la direction de la cantine. Allez, on se dépêche. Dépêchez-vous! Après le lavage des mains, Émilie, élève en classe de CM2, est au réfectoire avec ses camarades. Le calme du matin a laissé place à une belle ambiance d'assiettes, de cuillères et de fourchettes. Pendant que les enfants apprécient leur repas, la conseillère de la cantine nous fait une visite guidée. Donc là, vous voyez, c'est la cantine de Coronafro. Nous avons des spits. Ils sont là. Nous avons jusqu'à 4 spits. Nous avons des ventilateurs également. Nous avons jusqu'à 8 ventilateurs et 2 écrans géants. Nous avons 2 écrans qui permettent aux enfants de se distraire pendant qu'ils mangent. Et ce confort, les enfants l'apprécient. Parce que j'ai la télévision et puis on prépare la cantine.
nous retrouvons la conseillère dans l'arrière-cuisine, où se trouve le stock d'approvisionnement de la cantine. Les vivres que la mutuelle nous a donnés l'année passée, nous a donné plus de 2 tonnes. Nous avons mangé, il y a aussi qui est resté près de 10 sacs qui sont restés cette année. Donc en début d'année, c'est avec ces sacs-là que nous avons commencé. Face à cette situation, la mutuelle des cadres de Gouro Minacro a décidé de réagir en adoptant une gestion participative de la communauté villageoise. Le but premier a consisté d'abord à construire une cantine moderne avec toutes les commodités, équipements, et nous avons fourni les vivres. Après quoi, nous comptons mobiliser, n'est-ce pas, la communauté éducative. Parce que c'est à elle que revient, n'est-ce pas, la gestion au quotidien de ce déficit. Donc, pour poursuivre nos actions, c'est vrai que le rôle premier de la mutuelle n'est pas de faire la pérennisation, mais vu le travail abattu, nous allons continuer la mobilisation avec les cadres. Une bonne gestion de la cantine scolaire du village qui, selon le directeur de l'école, a un impact direct sur le rendement des élèves. Depuis la création de cette cantine, 2019-2020, à l'école Gouro Minacro 1, nous avons eu plus de 99% de réussite à l'entrée 6e. À l'école Gouro Minacro 2, nous avons fait 100%. Et l'impact même de la cantine, depuis qu'elle existe, le taux de fréquentation a beaucoup augmenté. Et je vais dire même que ça a réduit aussi le taux de retard. Et les enfants même qui habituellement avaient de la peine à venir manger, à se trouver à manger, maintenant, même s'ils sont malades, ils font un effort pour être à l'école. Parce qu'il y a la cantine, après la cantine, ils vont manger. Et entre midi et la reprise, ils regardent la télévision, on met les dessins animés et ça les occupe. Si à Gouro Minacro, la communauté applique la pérennisation par la construction d'une cantine avec un certain confort et par une dotation en vivres, d'autres localités déploient cette vision avec d'autres codes. Sieleka, nord-ivoirien, dans la région du Poro, à 1 heure de route du chef-lieu, Korogo. Aujourd'hui, c'est jour de travail pour le groupement agricole Yébé-Yénian, qui signifie en langue locale « Mettons-nous ensemble ». La chef de file, c'est cette femme, Korotumu Soro. Mettons-nous ensemble, une dénomination qui montre l'engagement de ces femmes à accompagner la cantine scolaire de leur village. Ici, nous cultivons différents produits. Quand on fait la récolte, on donne une partie à la cantine scolaire et nous vendons le reste. Les 150 femmes du groupement produisent dans cette exploitation du chou, du piment, de l'oignon, de la carotte et de la tomate. Avec ce champ, nous produisons selon la saison 500 kg d'oignons, 600 kg d'aubergines, 1000 kg de tomates. Depuis 8 ans, ces femmes sont aux côtés de la cantine de l'école du village. Au quotidien, elles alternent le travail dans cette exploitation et le travail dans leur champ individuel. C'est le cas de Tchegba Yeo, membre du groupement et parent d'élèves. J'ai 4 enfants qui mangent à la cantine. Avant qu'il n'y ait la cantine, j'étais obligée de préparer à la maison avant de partir au champ. Mais aujourd'hui qu'il y a la cantine, je ne me fatigue plus, mes enfants mangent là-bas. Le dos tourné au soleil, qui règne en maître dans cette région de la Côte d'Ivoire, les femmes du groupement Yébé-Yénian n'hésitent pas à pousser la chansonnette pour se donner de la force et de la motivation. Alors que certains débroussaillent le champ, d'autres arrosent les plants de tomates, de piments ou encore de choux avant de passer à la récolte de ceux derniers. Les morceaux de choux sont ramassés et rangés dans ce sac. Prenons le sac pour aller à la cantine. Puis, la direction de la cantine scolaire, toujours en chanson, où César Brognan, directeur de l'école Napezana de Sieleka, reçoit Korotumu et ses amis. Bonjour la présidente. Oui, ça va. Ces vivres viennent renforcer le stock déjà en place. Cette année, nous avons déjà reçu des mains de ces femmes
8 sacs de riz. Et je crois déjà 20 kg de choux pour un autre groupement, avec je crois 15 kg de tomates. Aux côtés du directeur de l'école, Souleymane Traoré, conseiller des cantines de la région. Pour lui, l'apport des femmes du groupement Yébé Yénion soulage le gouvernement. On a vu ici, il y avait d'abord une école communautaire et les enfants avaient des difficultés pour manger. Donc nous avons parlé à la population et puis elles ont accepté, on a réussi à mettre les femmes en groupement et elles ont accepté d'appuyer la cantine. Dans les pas de César Brognan, nous découvrons le stock de vivres et nous avons un aperçu de ce qui se fait ici, en cuisine. Demain, c'est mardi, c'est du riz gras. Parce que nous avons aussi, vous avez vu le tableau de menu, bien sûr, ce n'est pas rempli parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cours. Sinon, les mardis, il y a du riz gras. Les lundis, on fait la sauce arachide avec nos feuilles que nous connaissons chez nous, les senufo ici. Il y a le choron, il y a le da, etc., que nous mélangeons souvent la sauce arachide pour donner aux enfants. Bien sûr, accompagné du poisson sec pilé. Si les communautés villageoises s'approprient progressivement le fonctionnement de leurs cantines, les municipalités entendent aussi participer à la pérennisation des cantines scolaires, avec en ligne de mire le développement local. Niakara, nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Hambol. Nous sommes à 87 km de Korogo. C'est le début de la journée dans cette cour. Nous frères, il pleut. Vous avez pris pull vert. D'accord, pour partir porter pull vert. Et tes livres là, c'est complet, non? Noura, et toi, est-ce que tu as porté pull vert? Tu as porté pull vert parmi vous. D'accord, allez-y qu'on l'a dans chez toi. Ici, Baha, c'est cet homme. Il se nomme Soro Yaya. Ce matin, comme tous les jours d'école, il a rendez-vous avec ses enfants à qui il remet de l'argent. Merci, maman. Bonjour. S'il y a cantine, si l'enfant est parti à l'école, là, toi, tu es tranquille. Tu sais que les enfants, ils vont manger à midi. Donc, c'est à cause de ça, je leur donne 25 à midi, ils n'ont pas mangé. Les 25 là. Il peut manger bien, il peut manger poisson, tout, il peut manger ça. Tu as vu, non? C'est à cause de ça, nous, vraiment, on a intéressé les cantines. Après avoir dit au revoir, Noura et ses frères et sœurs prennent le chemin de l'école primaire publique Konetiemoko, située à 5 minutes de la maison. Pendant ce temps, la journée débute aussi à 10 km dans le village de Kafiné pour Pierre Koné, le maire de Niakara et ses collaborateurs. Ici, un autre paysage, de la verdure à perte de vue. L'élu est en visite dans cette rizière. Bon, c'est le champ de riz créé par la mairie au fin de soutenir les cantines scolaires. À Niakara, nous avons une dizaine. Et nous avons songé, dans le cadre de la pérennisation, à créer ce champ-là. Un champ de 4 hectares au début du projet, qui est passé aujourd'hui à 6 hectares. Cette année, nous avons engagé jusqu'à environ 4 millions. Mais on va avoir reçu, cela peut s'améliorer. Si on peut aller à 20 millions. La mairie construit des écoles. Mais quand les enfants vont rentrer dans ces classes-là pour aller étudier, il faut pouvoir leur donner à manger. Pour la première année, la mairie a récolté 1 tonne de riz au profit des cantines scolaires communales. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle récolte. Dans 3 semaines, ce riz sera prêt pour la consommation. Voilà. Aujourd'hui, le conseil municipal de Niakara veut consolider ses acquis, mais voit plus loin en matière d'approvisionnement des cantines scolaires en riz. Joséphine Koné, qui accompagne le maire ce matin, a une double casquette. Elle est conseillère communale des cantines scolaires, mais aussi 2e adjoint au maire. Si on veut vraiment pérenniser correctement, comme on appelle les cantines dans la commune, il faut qu'on nous-mêmes on cherche à en produire. Il faut qu'on aille à l'autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on en produise assez. Comme ça, on pourra couvrir peut-être même le fonctionnement des cantines à 50%.
Loin de cette rizière, il est midi à l'école primaire publique Kone Tiemoko de Niakara. Midi rime avec la pause déjeuner à la cantine de l'école. Nous retrouvons Noura. L'élève en classe de CE1 est l'une des rationnaires du jour. Je suis en train de manger avec ça, ça arrache. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Chaque midi, ça ici, je mange. En cuisine, la cantinière est à la tâche. Une activité qu'elle peut exercer sereinement, ses enfants étant inscrits dans une cantine scolaire de la région. Si les enfants mangent à la cantine, si toi tu es ici, tu peux faire ce que tu veux. Bon, si elle n'a pas mangé à la cantine, comment tu vas faire? Quand tu es obligé, tu allais préparer, tu allais faire quelque chose pour elle. Pour aider la cantinière, les enseignants n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. C'est fini, on peut servir les enfants. Les enfants de cette institutrice sont aussi rationnaires de cette cantine. Jean Espérance Iéo, qui vient de recevoir son assiette de riz, est l'un d'eux. Des fois, je mange à la maison. Des fois, quand il y a la cantine, je mange ici. Près de 70% des écoles en Côte d'Ivoire sont dépourvues de cantines scolaires, avec la majorité dans les zones rurales. Pourtant, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'existence de cantines scolaires contribue inéluctablement à l'augmentation des rendements scolaires des élèves. En 2015, le taux de réussite au CEPE était de 68% dans les écoles avec une cantine. Pour offrir aux élèves ivoiriens toutes les chances de réussir, le gouvernement mise sur le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. Un programme qui fait ses preuves aujourd'hui dans de nombreuses localités. Et pour en parler, nous sommes rejoints en plateau par Madame Karidja Kone Soukoulé. Vous êtes la directrice des cantines scolaires. On vous a vu dans le reportage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de Madame la ministre Mariétou Kone, remercier NCI pour l'opportunité que NCI nous donne de montrer tout ce que nous faisons à la direction des cantines scolaires. On l'a entendu dans le reportage et les études, la thèse, les cantines scolaires améliorent de façon significative le rendement des écoles, des élèves plutôt. Et pourtant, seulement 30% des écoles ivoiriennes en possèdent. Pourquoi? Quand on voit son impact si positif sur les élèves. Effectivement, 30% seulement des écoles en Côte d'Ivoire ont des cantines scolaires. Parce que ce n'est pas la direction des cantines scolaires qui construit les cantines. Les cantines sont construites par les communautés, les ONG, les collectivités décentralisées. Mais il ne faut pas peut-être aussi que le gouvernement, c'est vrai qu'il aide en approvisionnant une bonne partie des cantines publiques. Mais pensez-vous pas qu'il faut approvisionner davantage? Si, le gouvernement fait des efforts en octroyant un budget pour l'achat des vivres. Il fait également des efforts en octroyant un budget pour le transport des vivres. Mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts déjà en construisant les classes, en dotant les classes d'enseignants, en recrutant les maîtres. Et donc, le gouvernement fait en sorte que les communautés aussi participent à l'approvisionnement des cantines en vivres. La restauration scolaire est encadrée en Côte d'Ivoire. Quelles sont les règles en matière de cantine scolaire pour que les élèves puissent se nourrir avec plaisir et aussi avec toutes les conditions, sans aucun risque pour leur santé? Bon, il y a d'abord les règles d'hygiène. Nous devons former les gérants de cantines et les cantinières en matière d'hygiène environnementale et corporelle. Nous les formons aussi en matière de gestion des stocks de vivres, en matière de collecte de données. Et nous formons aussi les directeurs d'école, les cantinières, les conseillers sur l'approvisionnement des cantines scolaires et sur le fonctionnement d'une cantine scolaire. Et en ce qui concerne le local qui accueille ces enfants, la nutrition, est-ce qu'il y a des règles édictées? Oui, il y a des règles. La ration alimentaire d'un enfant, c'est 150 grammes de céréales,
10 grammes d'huile et 20 grammes de poisson. La cantine scolaire sert à lutter contre la faim. Donc, il ne faut pas que la cantine permette que l'enfant devienne obèse en consommant, par exemple, 150 grammes par 2, 300 grammes tous les jours. Ce n'est pas dans nos normes. On l'a vu dans le sujet, on a entendu ce cri de cœur d'un directeur d'école, membre du COGES, qui se demandait où était la subvention de l'État au COGES, parce que sa cantine a été sanctionnée, parce qu'elle ne répondait pas aux normes édictées par votre direction. Oui, effectivement. Quid de cette subvention? Le gouvernement a accordé une subvention au COGES pour s'occuper du fonctionnement de l'école. Mais dans le décret qui a été signé par le président de la République, il est fait mention de la promotion des cantines scolaires par le COGES. Mais les COGES disent que la subvention n'est pas suffisamment importante pour pouvoir s'occuper des cantines scolaires. Voilà ce qui nous revient sur le terrain. Adopter le programme de pérennisation, je reviens encore, des cantines scolaires, est-ce que c'est la clé, selon vous, pour combler ce déficit de cantines scolaires en Côte d'Ivoire? Effectivement, on a vu dans le reportage 3 modèles de pérennisation des cantines scolaires. Nous avons le modèle de pérennisation des cantines scolaires par la mutuelle de Gros-Minankro. Nous avons le modèle de pérennisation des cantines scolaires par le groupement de femmes de Séléka. Et le modèle de pérennisation des cantines scolaires par le conseil municipal de Niakara. Donc, ça fait 3 modèles que nous essayons de promouvoir au niveau de la direction des cantines scolaires. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'État laisse les parents d'élèves et les communautés se débrouiller comme elles peuvent pour faire vivre ces cantines? L'État ne laisse pas les communautés se débrouiller. L'État encadre toutes les actions menées par ces communautés. Nous sommes aux côtés des communautés, nous faisons la sensibilisation, nous faisons aussi des formations en matière de gestion de la cantine et nous faisons le plaidoyer auprès des ONG. Et à ce propos, je souhaiterais dire merci à Madame la Première Dame qui offre souvent des vivres aux cantines scolaires. Et donc, avec tous ces plaidoyers, nous avons les communautés qui bénéficient souvent de micro-projets agricoles pour pouvoir prendre en charge les cantines scolaires. Êtes-vous satisfaite quand vous voyez ce que nos enfants consomment dans les écoles qui disposent de cantines scolaires? Oui, nous sommes à moitié satisfaits. Parce que dans certaines cantines scolaires, vous avez vu la cantine scolaire de l'école d'Agniama, où il n'y a pas de cantine scolaire en réalité. Les enfants mangent dans les classes. Et dans quelles conditions d'hygiène? Mais nous avons vu aussi le modèle de cantine scolaire de Gorominankro, où les élèves ont droit à une cantine climatisée. Les vivres sont là pour 120 jours. Et la cantine de Séléka aussi, qui est une bonne cantine. Bon, nous sommes satisfaits à moitié parce que les enfants mangent les céréales, les légumineuses, qui sont les protéines, et aussi les lipides. Est-ce qu'on a eu les états généraux de l'éducation nationale récemment? Est-ce que la problématique du manque de cantines scolaires dans les écoles a été évoquée? Et si oui, est-ce qu'on doit s'attendre bientôt à des annonces? Oui, bien sûr. Dans le cadre des états généraux de l'éducation nationale, les acteurs qui ont participé aux travaux ont proposé la prise d'une loi sur l'alimentation scolaire. Les travaux sont finis, mais tout ce qui a été fait comme recommandation doit être soumis à Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui va sans doute faire une communication au Conseil des ministres et vulgariser toutes les recommandations qui sont dans le EGENA. Merci infiniment, Madame Karidia Kone Soukoulé. Vous êtes directrice des cantines scolaires de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de faire la lumière sur ce que nous faisons. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.